Kaliningrad a de nouveau été coupé de l'Europe. Lors de notre dernière discussion, les États baltes avaient de couper leur réseau électrique, plongeant la région dans le noir. Mais cette fois, ce ne sont pas les lumières qui s'éteignent, c'est quelque chose de bien plus important. Bienvenue dans le nouveau casse-tête européen. Le gouvernement lituanien bloque désormais le transit ferroviaire de la Russie vers Kaliningrad. Et ces trains arrivent à moitié vides. Le 31 octobre, la Lituanie a fait une annonce qui a choqué le Kremlin. Après des décennies de coopération, la Lituanie a soudainement annoncé l'arrêt du transit ferroviaire des produits pétroliers russes. Cela coupe essentiellement les lignes d'approvisionnement de Kaliningrad, rendant la région vulnérable et constituant un risque majeur pour Poutine. Le Kremlin a accusé la Lituanie d'actions hostiles. C'est une histoire de sanctions et de frontières, façonnée par le conflit et un continent qui se fracture. La vulnérabilité de Kaliningrad tient à sa géographie, pas seulement au carburant restreint. Regardez une carte. Cette enclave du Kremlin de 158 km est séparée de la Russie, entourée par la Pologne et la Lituanie, membres de l'OTAN. Aucune route terrestre directe n'existe, sauf via la Biélorussie. Et même cela frôle le corridor de Sololki, l'un des couloirs les plus militarisés d'Europe. Cela signifie que cette région est un véritable cauchemar logistique pour la Russie. Tout, du carburant à la nourriture, en passant par les pièces de rechange et les médicaments, doit traverser un territoire étranger ou arriver par la mer pour atteindre la région. En gros, cette forteresse russe ne tient que si les lignes d'approvisionnement fonctionnent, et en ce moment, cela semble poser problème. À ce stade, vous vous demandez sûrement comment la Russie a acquis une terre isolée du reste du pays. Honnêtement, vu la nature absurde des routes d'approvisionnement, c'est une question légitime. Donc, pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons un peu en arrière. Kaliningrad n'a pas toujours été russe. C'était Königsberg, la capitale de la Prusse orientale, jusqu'en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, Staline l'a annexée, a expulsé les Allemands et l'a repeuplée avec des Soviétiques. Pendant des décennies, ce fut un centre militaire soviétique protégé par le pacte de Varsovie. Mais quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, tout a changé. Absolument tout. La Russie a perdu sa zone tampon lorsque la Lituanie et la Pologne se sont détachées de l'Union. En 2004, ils avaient rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Du jour au lendemain, Kaliningrad est passé de sanctuaire intérieur à orphelin géopolitique, séparé du cœur du pays, mais toujours armé jusqu'aux dents. Cela a également créé une situation où la région dépendait désormais de ses voisins, qui pouvaient contrôler ce qui entrait et sortait de la zone à leur guise. Depuis, elle demeure un avant-poste stratégique, ce qui est paradoxal. Plus Moscou investit dans l'armement et la défense de Kaliningrad, plus la région dépend de routes qu'elle ne contrôle pas. Au passage, le rôle militaire de Kaliningrad est important. Cette région accueille la flotte de la Baltique, assurant à la Russie une forte présence en mer Baltique. Des missiles Iskander pouvant porter des ogives nucléaires parsèment le paysage comme des fleurs. Des stations radars surveillant toute la région, formant un bouclier défensif pour le flanc ouest de la Russie. Au cas où, vous savez, quelque chose commencerait. Mais voilà le hic. Cette puissance de feu requiert carburant, pièces détachées et entretien régulier. Les routes et voies ferrées transportent matériel militaire, provisions, médicaments et matériaux de construction. La forteresse n'est efficace que si les lignes d'approvisionnement fonctionnent. Kaliningrad, malgré sa puissance militaire, dépend fortement de ses lignes d'approvisionnement. Et quand ces lignes sont perturbées, aucun discours musclé ne peut réparer ces fissures. Et pour appuyer encore davantage ce point, Kaliningrad n'est pas seulement une base militaire, c'est aussi le foyer de près d'1 million de personnes. Des civils vivent sous les tours radars et silos à missiles. Écoles, hôpitaux et logements côtoient les installations navales. Les bases utilisent du diesel russe. Les magasins proposent nombre des marchandises qui empruntent les mêmes voies bon ferrées que le fret militaire. C'est une identité double, à la fois forteresse et ville natale. Ce qui ressemble à un réseau logistique normal est en réalité un point de pression qui n'attend qu'à être activé. Quand ce réseau est perturbé, ce n'est pas seulement un inconvénient. C'est une réaction en chaîne qui punit militaires et civils, exactement ce qu'a fait la Lituanie. Elle a ajouté un point de pression. Le 31 octobre, LTG a annoncé qu'elle arrêterait, dès le 21 novembre, de transporter les produits pétroliers russes d'entreprises sanctionnées, comme Lukoil et Rosneft. Le message était clair, plus de carburant, plus d'exceptions. Ce n'était pas un changement soudain. L'Union européenne a interdit le transit du pétrole russe en 2022, mais la Lituanie a temporairement permis l'approvisionnement humanitaire de Kaliningrad. Cette dérogation a disparu, annulée par de récentes sanctions américaines et britanniques contre les géants énergétiques russes.
La Lituanie n'a pas tenté d'atténuer le choc. Elle a adopté les sanctions et fermé la porte. Les chiffres montrent à quelle vitesse les choses ont changé. En 2024, la Lituanie a livré 371 000 tonnes de carburant Lukoil à Kaliningrad. Cette année, ce chiffre est descendu à 194 000 puis à zéro. Le robinet est fermé, sans retour possible. Les responsables disent respecter la loi, remplir les obligations de l'Union européenne et appliquer les sanctions occidentales. Mais Moscou y voit quelque chose de tout à fait différent. Elle constate une pression calculée sur Kaliningrad, exploitant sa géographie et son isolement. Pour aggraver la situation, l'hiver approche et les réserves de carburant de Kaliningrad sont faibles. Chaque retard limite sa capacité à fonctionner. Ce qui était autrefois un avant-poste fier de la puissance russe lutte maintenant pour maintenir les moteurs en marche. Une seule annonce a fait de ce corridor ferroviaire lituanien une soupape de pression, et la Lituanie reste ferme. Fait intéressant, il n'y a pas que la Lituanie. La Pologne n'est pas restée sur la touche non plus. Ces derniers mois, elle avait renforcé les contrôles frontaliers et ralenti le trafic de marchandises avec la Russie et la Biélorussie. Kaliningrad a eu plus de mal à dépendre des chemins de fer polonais pour le carburant et les fournitures industrielles. La Pologne a longtemps été une route clé pour le fret précieux de Kaliningrad. Cela inclut le diesel, les lubrifiants, les métaux et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner docks et industries régionales. Désormais, les contrôles sont plus stricts, les retards plus longs et la marge d'erreur plus faible. La Lituanie a bloqué les expéditions de carburant, la Pologne suit avec davantage de restrictions. Quand les deux voisins actionnent les leviers simultanément, Kaliningrad a peu d'options. La Russie voulait partager la charge entre la Lituanie et la Pologne, mais ce plan échoue clairement. La logistique s'est réduite à un filet, une pression difficile à ignorer pour une région faite pour projeter sa puissance. Cela montre que Kaliningrad ne peut pas se permettre des détours. Quand les voisins durcissent les règles, les problèmes logistiques commencent. En coulisses, le coût de l'échec logistique grimpe vite. Pour approvisionner Kaliningrad, Moscou a dû subventionner des expéditions d'urgence via la Baltique, utilisant ferries, barges et petits pétroliers adaptés. Chaque tonne de diesel coûte désormais au Kremlin presque le double de ce qu'elle coûtait il y a un an. Et bien que les responsables à Moscou l'admettent rarement, chaque rouble supplémentaire dépensé pour faire fonctionner Kaliningrad est un rouble qui n'est pas dépensé sur les lignes de front ou pour le bien-être intérieur. Croyez-moi, ces deux domaines ont grand besoin de ces fonds. L'enclave, jadis un atout, est maintenant un fardeau budgétaire. Les dépôts de carburant locaux reçoivent maintenant des livraisons irrégulières tirées des réserves d'urgence de Moscou. Le ministère russe des Finances a discrètement autorisé de nouveaux crédits de transport pour couvrir les coûts de résilience régionale. C'est une expression bureaucratique. Cela revient à maintenir l'électricité à Kaliningrad coûte que coûte. Plutôt fou, non ? Ce qui était jadis une vitrine de puissance est devenu une obligation coûteuse. Une forteresse isolée réclamant toujours plus de navires, de carburant et d'argent pour fonctionner. En raison du repli, Kaliningrad a été durement et rapidement touché. Précédemment, près de 40% du carburant raffiné de Kaliningrad provenait par train de Lituanie. Ces trains étaient essentiels, pas seulement pratiques. Le rail est plus rapide et moins cher que les ferries, et il permet à la chaîne d'approvisionnement de la région de fonctionner sans accroc. Donc, quand les trains ont ralenti, tout le reste a ralenti aussi. Les livraisons ont tardé, les prix du carburant ont augmenté, et les industries dépendantes du diesel ou d'huile spécialisée ont subi la pression. Quand le timing est serré et le stockage limité, de petits retards impactent ferme, usines et transports comme une clé tombant dans un moteur. Bien que les raffineries locales tentent d'aider, elles sont limitées. Le système reposait sur les importations, maintenant entravé par des retards et restrictions hors du contrôle de Kaliningrad. La Lituanie a essayé de garder un ton mesuré. Les responsables ont souligné qu'ils agissaient dans le cadre de la loi, sans chercher à provoquer qui que ce soit. Mais le langage juridique ne remplit pas les réservoirs d'essence, et ne permet pas aux bus de respecter les horaires. Pour les habitants de Kaliningrad, l'impact n'était pas collectif mais personnel. Entre pénurie, difficultés et différences, la frustration augmente. Et à mesure que cela se produit, la question que tout le monde se pose est assez simple. Quand les choses redeviendront-elles normales ? Avec la crise qui s'intensifie, la Russie met en place ses contre-mesures. Le Kremlin réagit vite, bruyamment et avec des menaces. Les responsables ont qualifié le blocus d'acte hostile et l'ont présenté comme faisant partie d'un plan occidental visant à affaiblir la Russie. À la télévision et dans les journaux, Moscou affirme que la Lituanie ne fait que le sale boulot de l'OTAN et n'agit pas seule. Les médias russes ont martelé ce point, avertissant que les habitants de Kaliningrad paient le prix de l'agression de l'Europe. Les médias pro-Kremlin ont décrit le blocus comme un complot de l'OTAN contre l'économie russe. La Lituanie a même été présentée comme un pion, exécutant les ordres de Bruxelles et de Washington.
Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé la Lituanie d'agression économique, tandis que Lukoil a qualifié la perturbation de politiquement motivée. Il y a eu aussi des menaces. Cyberattaques, hausse des frais de transit et autres représailles. Derrière cette fanfaronnade, le Kremlin cherchait encore des solutions pratiques, comme envoyer plus de marchandises et de carburant par la mer. Techniquement, ça marche. Depuis la coupure, le trafic des ferries a augmenté de 15%, mais les ferries sont lents, coûteux et vulnérables aux intempéries. Ils n'atteignent pas le volume ni la fiabilité des trains, et en hiver, la glace ou les tempêtes peuvent les immobiliser. La Russie a aussi évoqué des cyberattaques, des restrictions commerciales ou des taxes accrues sur ralliement sur les biens passant ses frontières. Mais chacune de ces options comporte ses propres risques. Par exemple, une cyberattaque pourrait dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Et même dans ce cas, même les hackers de Moscou ne peuvent pas faire apparaître un plein de diesel par magie. Le Kremlin a donc envisagé une autre option, d'où l'idée de solliciter l'aide de la Biélorussie. La Biélorussie est un allié proche de la Russie, mais même cela n'a pas été simple pour le Kremlin. La Biélorussie devait être le plan B de la Russie. Si la Lituanie posait problème, Moscou pouvait utiliser la voie ferrée via la Biélorussie. Elle acheminait plus d'1 million de tonnes de marchandises par mois vers Kaliningrad. Elle transportait tout, des aliments, métaux, diesel et essence, de façon simple, efficace et hors de portée. Ou du moins, c'est ce que pensait le Kremlin. Puis est arrivé le 24 octobre. Tôt ce matin-là, un énorme ballon à l'hélium a traversé la frontière, dérivant de la Biélorussie vers la Lituanie. Au départ, cela paraissait inoffensif, mais en survolant une station radar clé, les autorités ont découvert qu'il transportait des centaines de cartons de cigarettes de contrebande et un dispositif de localisation. Cela a déclenché des alarmes, des avions de chasse déployés, 2 grands aéroports fermés des heures, des dizaines de vols détournés. Avant que quelqu'un ne se calme, 3 autres ballons sont apparus le même jour, suivant le même itinéraire. Pour la Lituanie, ce n'était pas une simple farce, cela semblait délibéré, un test, un message, et ils n'allaient pas laisser passer ça. Le 29 octobre, 5 jours après, ils ont fermé 5 postes en riposte. Sur 6 principaux postes frontières avec la Biélorussie, un seul restait ouvert, réservé aux diplomates, passagers et marchandises approuvées pour Kaliningrad. Les camions citernes en provenance de Russie ont été complètement refoulés. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'impact se fasse sentir. En peu de temps, des files de camions s'étendèrent sur des kilomètres. Les chauffeurs laissèrent de tourner leur moteur des heures pour rester au chaud, brûlant le carburant qu'ils voulaient délivrer. La Biélorussie a rapidement interdit aux camions de l'Union européenne d'emprunter ces routes, bloquant davantage de véhicules avec leur cargaison se détériorant. Le résultat, ce fut le chaos. Le fret transitant par la Biélorussie vers Kaliningrad a chuté de plus des 2/3 en seulement quelques jours. Les trains, autrefois rapides en 1 jour et demi, avançaient soudain au ralenti, à cause de contrôles interminables et de documents manquants. Les ferries ont tenté de compenser, mais le port était débordé. Avec le mauvais temps, tout le système s'est bloqué. La Russie manque peut-être d'options, mais elle a déjà un plan de secours qui attend dans le port. Le Marshal Vassilievski, unité flottante de stockage et regazéification, est ancrée au large de Kaliningrad depuis 2019. Moscou a investi 300 millions de dollars pour le déployer en solution d'urgence. Sur le papier, c'est impressionnant. Il peut décharger 27 milliards de mètres cubes de gaz par an, assez pour alimenter la région en cas de crise. Mais il y a un hic. Il faut des méthaniers pour livrer le gaz, et ces navires ont besoin d'eau libre de glace et de mer calme pour accoster en toute sécurité. En novembre 2025, la Baltique a gelé plus tôt que prévu. Les brises-glaces ont réussi à dégager un passage, mais seulement 2 cargaisons ont pu passer ce mois-là. Chaque méthanier transporte 170 000 mètres cubes, de quoi alimenter Kaliningrad seulement 12 jours. Les réservoirs du terminal, limités à 75% pour les urgences, offrent une réserve d'à peine 1 semaine. De plus, les équipages doivent chauffer le gaz naturel liquéfié à 162 degrés C avant son transfert à terre. Chaque retard consomme du carburant supplémentaire pour maintenir le système en marche. Les responsables locaux affirment que le terminal rend Kaliningrad indépendante énergétiquement, mais la réalité est différente. Cela rend la région dépendante des conditions météorologiques. Cette année, l'hiver est arrivé plus tôt. Cela dit, il y a une carte joker concernant le gaz, une bouée de sauvetage qui subsiste pour l'instant. Ce gazoduc part du Bélarus, traverse la Lituanie et va jusqu'à Kaliningrad. L'accord actuel de 10 ans signé en 2015 expire le 31 décembre 2025. Et avec cette échéance qui approche rapidement, la pression monte, derrière des portes closes. Et Embergrid de Lituanie et Gazprom de Russie sont engagés dans des négociations, mais il ne s'agit pas d'une simple discussion technique discrète.
La Lituanie veut une prolongation plus courte et des frais plus élevés. Actuellement, elle gagne entre 12 et 20 millions d'euros par an grâce au transit. Et elle fait clairement savoir que si la Russie veut que ce gaz continue de circuler, elle devra payer davantage. Le président Nausėda n'a pas mâché ses mots. Il a affirmé qu'il n'y a aucune raison de ne pas prolonger l'accord si cela profite à Vilnius. Ce n'est pas juste une allusion, c'est un signe que la Lituanie compte tirer pleinement profit de ce gazoduc. Ce n'est pas seulement deux pays, l'Union européenne surveille aussi la situation. La Lituanie a été parmi les premiers de l'Union européenne à stopper le gaz russe après l'invasion de l'Ukraine, et ne compte pas relâcher la pression sur Moscou. Le gazoduc vers Kaliningrad sert désormais de soupape de sécurité, chaque mètre cube de gaz entrant dans un jeu stratégique plus large. Pour Kaliningrad, l'enjeu est crucial. Chauffage, électricité et industrie dépendent de ce gazoduc. Si l'accord échoue, cela entraînera non seulement des foyers froids, mais aussi des coupures, une production stoppée et une population piégée. La Russie a peu d'alternatives. Acheminer du gaz naturel liquéfié par la Baltique est lent, cher et dépend de la météo. Construire de nouvelles infrastructures prendrait des années. Avec les livraisons de carburant déjà perturbées, la perte du gaz plongerait Kaliningrad dans la crise. Donc, même si le gazoduc fonctionne, ce n'est plus garanti, c'est un compte à rebours, et la Lituanie contrôle l'horloge. Kaliningrad subit actuellement de fortes pressions. Le blocus du carburant par la Lituanie a presque stoppé les livraisons. Les ferries peinent à suivre, la météo complique tout. La route via la Biélorussie, ancien plan de secours de Moscou, faiblit. La région demeure sans doute remplie de missiles et de matériel militaire. Mais cela ne signifie rien si les camions ne circulent pas et que les rayons sont vides. Le pouvoir ne remplit pas les réservoirs ni ne nourrit les gens. À ce stade, il ne s'agit plus de force militaire, mais de survie, de carburant, de nourriture et de fret, tous en pénurie. Les pénuries frappent vite et fort, les prix ont augmenté partout. Le carburant a augmenté de près de 40%, et le transport maritime coûte un tiers de plus qu'il y a quelques semaines. Les livraisons qui prenaient autrefois quelques jours prennent maintenant des semaines. Les supermarchés peinent à suivre, et les fournisseurs industriels accumulent les retards. Les files d'attente aux stations-service s'étendent sur plusieurs pâtés de maison, tandis que les automobilistes attendent au ralenti, espérant nerveusement qu'il restera encore du carburant dans les pompes lorsqu'arrivera leur tour. Ce qui était une chaîne d'approvisionnement fonctionnelle paraît désormais en panne. Plus cela dure, plus la vie devient un jeu d'attente qui épuise les gens. Les industries locales, cœur de la région, subissent des pressions. Les mineurs d'ambre voient leurs bénéfices diminuer à cause des coûts de transport. Les équipages de pêche restent à quai parce que le diesel est rare et que la réfrigération n'est pas fiable. Le tourisme décline, les hôtels et restaurants luttant contre la hausse des coûts et les retards, ce qui fait fuir les visiteurs. Même les services publics sont en difficulté. Les responsables municipaux jonglent avec des budgets réduits simplement pour faire circuler les bus et chauffer les bâtiments. Chaque secteur ploie sous le même poids. Trop peu de fournitures et trop de problèmes. À mesure que la pression monte, la menace de perdre le gazoduc devient plus réelle que jamais. Si les négociations échouent, il n'y aura pas que les usines ou les bus qui seront en danger. Les maisons, les écoles et les centrales électriques pourraient toutes se retrouver sans chauffage. Cette incertitude a jeté une longue ombre sur l'hiver. Les entreprises stoppent leurs investissements, les familles limitent leurs dépenses, et la frustration a laissé place à la peur. Il ne s'agit plus seulement de la hausse des prix. Il s'agit de savoir si le chauffage restera allumé, lorsque la température baissera. Tout cela commence à changer l'ambiance à Kaliningrad. Les gens sont frustrés, fatigués et perdent confiance. Les jeunes habitants, connectés au monde extérieur grâce aux réseaux sociaux, peuvent voir à quel point la vie est différente juste de l'autre côté de la frontière. Même les habitants âgés qui soutiennent Moscou font face aux rayons vides, aux fils pour le carburant et à la hausse des factures. Personne n'est épargné. Et tandis que le Kremlin continue de promettre le contrôle, l'emprise de Poutine semble s'affaiblir. Kaliningrad devait chaque jour illustrer la puissance russe et servir de forteresse en Europe. Aujourd'hui, elle ressemble plus à une île isolée. Les fissures apparaissent. La question n'est pas si les gens réagiront, mais combien de temps ils resteront silencieux. La frustration dépasse les pénuries ou les horaires, il s'agit d'appartenance. L'identité de Kaliningrad a toujours été incertaine. Ville russe en Europe, plus proche de Gdansk que de Moscou, bâtie sur une histoire allemande, prussienne et soviétique. Pendant des années, ce mélange a donné une ouverture unique. Les habitants pouvaient traverser les frontières, commercer avec leurs voisins ou voyager facilement vers des villes de l'Union européenne. Cette connexion a créé quelque chose de subtil mais fort, donnant l'impression que Kaliningrad différait du reste de la Russie. Aujourd'hui, l'isolement efface cette distinction. Les étudiants qui étudient à Vilnius ou Gdansk sont désormais coupés des universités étrangères.
Les petits commerçants dépendant des marchés frontaliers affaiblis ont fait faillite. Les réseaux sociaux affichent un ressentiment discret et des photos de rayons vides, alors que de l'autre côté de la frontière, les lumières brillent encore. Pour les jeunes de Kaliningrad, la division n'est plus idéologique, mais visible au quotidien. Et plus cela dure, plus il y a de risques que la population, qui regardait autrefois dans les deux directions, ne regarde plus que d'un seul côté. On peut alors se demander pourquoi Moscou privilégie toujours la confrontation à la connexion. Au final, Kaliningrad ne s'effondre pas, mais elle est clairement acculée. La flotte navigue toujours, et les missiles sont toujours dans leurs silos, mais le rythme quotidien de la région est en train de s'effondrer. Le carburant manque, les livraisons tardent, et les réseaux électriques sont fragilisés. Ancien symbole de puissance russe, il dépend maintenant de chaînes fragiles et d'incertitudes politiques. Avec du recul, tout s'éclaire. Le matériel militaire ne signifie pas grand-chose si vous ne pouvez pas garder les lumières allumées ou faire circuler les bus. Le vrai pouvoir tient à ce qu'on peut soutenir durablement, pas seulement menacer. Kaliningrad peine à maintenir quoi que ce soit. Kaliningrad, sous l'œil du monde, dépasse la confrontation régionale et reflète les ambitions de Moscou. Un exemple de la fragilité du pouvoir basé sur la force face à la logistique et à la géographie qui remet les empires à leur place. Ce qui devait rappeler à l'Europe l'influence russe rappelle désormais à la Russie ses limites. Cette enclave illustre ainsi une histoire plus large. Ce n'est pas seulement une question de sanctions, de trains ou de pénurie de carburant, mais de la lente fin d'une ère dominée par la puissance militaire. Kaliningrad, jadis symbole de puissance russe, montre aujourd'hui sa vulnérabilité. Plus les moteurs restent silencieux, plus cette vérité saute aux yeux. Merci d'avoir regardé.